Salut à tous, c'est Jérémy pour le challenge 0 à 1 million d'euros. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la vidéo sur la manière dont j'ai atteint le million d'euros de patrimoine net. On part là sur mes 24 ans, donc si je fais un petit récapitulatif, en 2012, j'ai un CDI à 1850 euros net. C'est mon tout premier CDI. Je démarre dans la vie active. Je me rends compte que ma propriétaire actuelle, en fait, se fait payer des loyers tous les mois et a une rente grâce à plusieurs appartements via un immeuble. Et moi, je me dis, pourquoi donner de l'argent à quelqu'un d'autre alors que je peux acheter mon premier appartement? Ce que je vais faire, donc, je vais me mettre bille en tête pour acheter un premier appartement. Pour faire une bonne affaire immobilière, il faut à minima soit faire une plus-value immédiate ou une plus-value avec travaux pour valoriser son bien ou que le bien soit rentable de manière locative. Donc moi, ce que je faisais, c'est qu'à chaque visite, je calculais la rentabilité systématique de mon bien, même si c'était pour ma résidence principale, et je regardais aussi la possibilité de le revendre immédiatement avec une plus-value ou de faire des travaux s'il y avait besoin. Donc j'ai fait une dizaine de visites avant de trouver le bon bien. C'est mon premier appartement, je vous mettrai les photos dans la vidéo. Donc c'est un appartement qui est fait 70 mètres carrés, que j'ai acheté 64 500 euros, donc je le répète, je suis dans une petite ville de moins de 50 000 habitants, et le nombre, et c'est des prix qui sont cohérents avec le marché, en tout cas à l'époque en 2013. Cet appartement, comment je l'ai trouvé? Tout simplement avec un agent avec qui j'ai bien sympathisé, qui m'a dit, écoutez, j'ai une affaire là potentielle, je pense que c'est une bonne affaire, c'est typiquement ce que vous recherchez, donc je cherchais un T3 avec 2 chambres, parce que j'étais en couple à l'époque, et donc cet appartement, je vais le visiter, et donc je me rends compte que la dame partait en EHPAD et donc voulait vendre assez vite. Il était affiché 70 000 euros. L'appartement fait 65 mètres carrés, bénéficie d'un garage, d'une cave, vue plein sud, assez bien exposé. Le problème, c'est qu'il était au troisième étage sans ascenseur, et pour la dame, c'était compliqué puisqu'elle n'arrivait plus trop à marcher, et donc il fallait absolument qu'elle rende l'appartement. Et pour ça, elle avait tout refait à neuf, sauf un petit peu de la salle de bain. Et donc du coup, j'avais estimé 1000 euros de travaux. Je crois que j'en ai fait 1500. Donc, vous voyez, j'ai fait très très peu de travaux sur ce bien-là. J'ai repeint et j'ai mis un peu de sol dans la salle de bain, et j'ai revu 2 colonnes au niveau de la cuisine pour mieux aménager la cuisine. Mais j'ai tout gardé sinon à l'identique. Il était très propre de base. Et quand je faisais mon calcul de rentabilité locative, j'avais une renta au-dessus des 10% brut, ce qui me paraissait cohérent à l'époque. Et donc, je m'étais quand même pas mal formé pour l'immobilier, pour acheter ce premier appartement et faire une affaire. Le seul souci de cet achat, c'est que ma compagne, qui n'était plus en accord avec ma façon de voir la vie, puisque finalement, je me suis frustré au niveau de mon CDI. J'ai eu des envies de liberté financière à partir de ce moment-là, chose que je n'avais pas envisagée à l'époque. Et je me suis acheté le premier appart, bien sûr à crédit. Et le problème, c'est que ma compagne de l'époque n'aimait pas les crédits, a eu peur, ne voulait pas que j'achète avec elle, donc j'ai acheté tout seul. Et ça a fini de casser le couple parce que pas les mêmes envies, pas le même projet de vie. Et donc on se retrouve sur 2 chemins différents. Donc il a fallu que je fasse ce sacrifice-là, de me séparer. Et je me suis rendu compte très vite que soit on trouve une personne qui est alignée avec son projet de vie, qui moi le mien était d'avoir la liberté financière à 40 ans, soit il faut faire des sacrifices et mettre un peu de côté cette vie personnelle et familiale. Donc c'est moi la deuxième option que j'ai fait parce que j'ai pas trouvé la personne qui était alignée avec ce que je voulais. En fait, il faut savoir que on va représenter 10% de la population qui souhaite faire ces sacrifices-là pour être libre financièrement. Et donc, finalement, on se retrouve avec très peu de personnes potentielles. Et donc, j'ai préféré ne pas me mettre en couple avec les personnes que je rencontrais. Achat de ce premier appart, je vous montre un petit peu le crédit que j'ai eu. C'est important, je vais vous expliquer un petit peu les crédits. Donc, moi, si vous voulez, forcément, j'ai utilisé le levier bancaire parce que l'immobilier, l'intérêt, c'est d'utiliser le levier bancaire pour acheter. Donc, bien sûr, mon but à l'époque, c'était de faire un maximum de crédit avec un minimum
minimum d'apport pour acheter un maximum d'immobilier. Là, on n'en est qu'à la résidence principale, mais vous voyez, j'ai emprunté 71 840 euros à un taux qui était intéressant puisque on avait un taux à 2,25 sur une ligne et une deuxième ligne à un taux de 2,10%. Ça permettait de pas avoir à l'époque d'apport à mettre, donc j'ai mis zéro apport. J'ai financé la totalité du projet, c'est-à-dire qu'à l'époque on empruntait à 110%. En 110%, ça veut dire qu'on empruntait les frais de notaire, les travaux et l'achat du bien et les frais d'agence s'il y avait. Et donc au départ, j'emprunte sur 20 ans et en fait c'était un crédit qui était intéressant parce que tous les ans on m'envoie une lettre pour ce crédit pour le mettre à jour et augmenter les mensualités. Donc au final, j'ai eu une durée moyenne de 13 ans sur ce crédit au lieu de 20 ans. Et j'étais peu endetté parce que mes mensualités au total, au maximum, elles sont montées à 520 euros. Projet intéressant. Ce projet-là, je vais vous expliquer. Donc, j'arrive à la caisse d'épargne. C'était ma première banque historique, banque de naissance. Ouais, je suis parti à la caisse d'épargne et à la poste à l'époque. J'avais ces deux banques. Et donc, mon premier projet se passe très bien. Et je pose la question au banquier, mais si je dois acheter un appartement pour le mettre en location, est-ce que vous me suivez? Il dit, oui, moi, on étudie tout projet. Donc, moi, bille en tête, je me dis, feu, on peut y aller. Bon, par contre, pendant tout ce temps, je découvre, pour l'achat du premier appart, donc à 25 ans, je découvre la copropriété, toutes les problématiques qui vont avec, et je me suis mes premiers problèmes immobiliers. Donc, mon premier problème immobilier, je vais vous expliquer ce que c'est. L'appartement, j'avais tout booké, j'avais tout regardé sur Internet, qu'il fallait, les papiers, etc., tout regarder. Donc, il y a notamment un truc à regarder dans une copropriété, c'est les PV d'AG, les PV d'Assemblée Générale, quand vous achetez en copro. Et moi, j'ai regardé, et puis on a le droit aux 3 derniers PV d'AG. Et donc, il y a un PV qui parle de la réfection complète du toit. Et ça, moi, ça faisait partie de mes critères de pas avoir de travaux à faire dans les 5-6 ans à venir. Et donc, top, je me dis, ils ont mis plus de 40 000 euros pour refaire la toiture de l'immeuble. Sauf que la première AG que je fais, j'entends des personnes âgées qui me disent ouais nous on a de l'eau partout, c'est la galère, on galère alors que le toit a été refait. Mais finalement je décide de me mettre dans le syndic de copro et je monte sur le toit. Et en fait en montant sur le toit je me rends compte que tout a été fait à l'arrache et que les 30 000 ou 40 000 euros de travaux qui ont été réalisés, c'est du pipeau et il y a rien qui est bien fait. Et c'est pire qu'avant, ça a été posé par-dessus de l'amiante. Bref, la copro s'est fait arnaquer. Et donc, tous les derniers étages prennent l'eau parce que ils n'ont pas étanchéifié les cheminées. Donc ça, c'est un critère à revoir maintenant. Systématiquement, je monte sur les toits des copros si j'achète en copro. Et je monte aussi sur les toits des immeubles quand je dois acheter un immeuble. Parce que forcément, après avoir eu ce problème, c'est un problème qui a fini au tribunal. Et moi, j'ai vendu avant que ça finisse trop en cacahuète et que ça coûte trop cher. Parce qu'il y a eu des frais d'avocat, etc. Donc copro, syndic, tout ça. J'ai vécu la première galère, c'était ça dans mon appartement. Alors bien sûr, ça m'impactait pas directement, mais enfin, il y a des frais, des charges de copro. Alors les charges étaient faibles au départ, puis après on prend un avocat, puis après il faut quand même réparer les fuites, etc., etc. Et donc ça coûte plus cher. En 2014, je décide de commencer à chercher mon premier bien locatif. Je décide d'aller faire des visites. Donc je pense que j'ai dû faire une quinzaine de visites pour trouver un premier appartement qui fait 28 ou 27 mètres carrés que je vous mettrai en photo aussi. Je vous mettrai le avant-après. Là, cette fois, je vais vous mettre là le avant-après. Donc des travaux énormes. Il y a beaucoup de travaux. Plus que là pour le coup il y a plus de travaux que dans mon appart, il était vraiment dans son jus l'appartement. Petite copro, 25 lots, il y a une cave, il y a une super vue sur toute la ville. Je prévois 15 000 euros de travaux pour 27 mètres carrés en sachant qu'il y a tout à faire, sauf les fenêtres. Le truc, c'est qu'on signe d'abord un compromis de vente, donc une promesse comme quoi on va acheter, sous condition de trouver un crédit. Et ensuite, une fois ce crédit trouvé, on va pouvoir signer définitivement le bien. Donc ça, il se passe souvent 3-4 mois avant d'acheter. Je fais le tour des banques. Je pars à la caisse d'épargne qui me valide un prêt. Donc j'emprunte 44 828 euros.
euros. À la base, le projet devait faire 45 000 euros parce que j'avais prévu 10 000 euros de travaux. Et on va voir ensemble que c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je fais un crédit donc sur 25 ans. Mon but c'était cash flow positif vu que je voulais un maximum de cash flow. Mon but c'était d'avoir le maximum d'argent qui rentre une fois le loyer mis en place. Donc des mensualités à 173 euros, un taux à 2,12, pas de différé parce que je savais pas ce que c'était à l'époque. Je fais un crédit classique. Donc j'ai payé les mensualités dès le départ, dès le premier jour où j'ai signé l'acte. Et on me parle donc une banquière au Crédit Agricole avec qui j'accroche bien, qui me parle de calcul pour calculer mon taux d'endettement. C'est là où c'est plus dur aujourd'hui de faire du crédit à cause de cette nouvelle loi, mais à l'époque, il y avait un calcul. En fait, il y avait deux méthodes de calcul pour le taux d'endettement des personnes. Il y avait le calcul de l'endettement classique et le calcul de l'endettement différentiel. Ce calcul de l'endettement différentiel était ultra avantageux. Toutes les banques ne le validaient pas. Et en fait, le problème, c'est que le Haut Conseil de la stabilité financière, le HCSF, l'a interdit. Donc ce calcul-là ne peut plus être fait par les banques pour calculer votre taux d'endettement. L'exemple que j'ai trouvé là sur le site monemprunt.com, ils ont pris un exemple, une personne qui a 2000 euros de revenus mensuels et qui veut acheter un projet à 800 euros de revenus locatifs. Donc 800 euros, c'est pondéré parce que à l'époque, ils prenaient entre 70 et 80% du loyer. Donc si vous avez 1000 euros, ils vont prendre 800 euros. Ils vont prendre 80% du loyer dans le calcul. Et au niveau des charges, ils calculent donc que la personne a 800 euros de charges pour le prêt de l'investissement et 500 euros pour un prêt résidence principale. Donc moi, c'était mon cas. Typiquement, c'était à peu près ce cas-là, vous voyez. Sauf que j'avais beaucoup moins au niveau du prêt lié à l'investissement. Et donc, il y a deux méthodes. Soit on prend les charges totales, donc c'est-à-dire là, la personne a 800 euros du prêt et 500 euros pour sa résidence principale, et on le divise par le revenu professionnel et le revenu locatif pondéré. Et ça nous donne un taux d'endettement. Et donc, dans ce cas-là, vous voyez, la personne, elle est endettée à 46,4%, sachant qu'aujourd'hui, les banques ne prennent pas plus de 35%, eh bien, on ne pouvait pas valider le prêt. Et dans le cas du différentiel, donc c'était mon cas, on calculait différemment. Donc on prenait la mensualité du prêt locatif, donc dans ce cas-là 800 euros, moins les revenus locatifs pondérés, donc dans ce cas-là 800 euros aussi, ce qui fait que cette partie-là est annulée. Et il ne reste plus que la charge résidence principale de 500 euros que divisent les revenus professionnels. Et donc ça vous donnait un taux d'endettement différentiel. Et là, dans ce cas-là, la personne est endettée à 25% et le taux d'endettement du coup est inférieur au 35% et on valide le prêt. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Parce que ce qui se faisait, c'est que typiquement, je me désendettais avec mes crédits, avec mes projets. Parce que j'avais toujours des projets à cash flow positif avec des énormes rentabilités. Ce qui fait que là, si typiquement on prend le produit que j'ai acheté où j'avais 180 euros de mensualité par mois, ben si on fait 180 moins les 400 euros de loyer pondéré que j'allais avoir, eh ben ça fait du négatif ici. Et donc du coup, je me désendettais. J'avais un taux d'endettement plus faible au fur et à mesure que j'achetais. Et c'est pour ça que j'ai pu bénéficier de cet effet boule de neige et que j'ai levé énormément de crédits. C'est grâce à ce calcul d'endettement différentiel et du fait que j'ai des projets qui étaient ultra rentables. Si on regarde mon exemple, ici j'avais 173 euros, j'ai 173 euros de mensualité, mais en face, j'avais 500 euros de loyer. 500 euros, ils prennent 70%, allez, on va dire 80%, ça veut dire qu'il me reste 400, et donc ça me désendette. Voilà pourquoi, quand on vous parle sur Internet de vous pouvez toujours le faire, etc., oui, vous pouvez toujours, mais ce calcul d'endettement différentiel n'existe plus, et donc ça devient plus compliqué pour faire ce que j'ai fait moi. Aujourd'hui, on vous demande monts et merveilles, on vous demande de l'apport. Là, c'était énorme, c'était 110%. On vous fournissait frais de notaire, on vous fournissait le projet, les travaux et les frais d'agence. Et en plus de ça, on faisait un calcul d'endettement différentiel qui faisait que vous arriviez à vous désendetter. On était dans le Far West de l'immobilier à cette époque-là et on pouvait comme ça lever des crédits
si les projets fonctionnaient bien, à vitam aeternam. Donc c'est moi ce que j'ai typiquement fait, hein, je vais pas vous mentir. Ce qui fait que donc ce premier appart, je l'achète et je signe et puis je démarre. Et en fait les travaux, voilà, c'est la deuxième galère dans l'immobilier. J'ai sous-estimé le coût des travaux et là ça a été 8 mois de dur labeur parce que j'ai tout fait tout seul. Donc tuto YouTube, plomberie, élec. Je passe la première semaine à tout casser dans l'appartement. Je casse même l'isolation périphérique en briques de l'appartement. Donc autant vous dire, on a tout cassé. Je vais vous mettre des photos. Et le problème qu'il y a eu, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait 200 sacs de gravats à descendre à partir du septième étage avec un ascenseur tout petit de 1 mètre carré. Autant vous dire que ça a été quelque chose d'énorme au niveau travaux. Derrière, j'ai voulu tout mettre en plaque de placo. Mais bien sûr, les plaques de placo ne passaient pas dans l'ascenseur. Et à l'époque, me faire livrer, j'avais pas pris assez d'argent. Donc j'ai dû tout monter à la main. Heureusement, je joue au basket. J'ai toute mon équipe de basket qui est venue m'aider. On a monté une centaine de plaques de placo au sixième étage, tout à la mano, dans des escaliers qui étaient ultra étroits. Je n'y connaissais rien. Derrière, à la fin, j'ai fini qu'avec de la récup. Donc, j'allais dans tous les magasins, trouver, chiner, me récupérer les petits détails, les choses qui coûtaient pas cher. Les meubles de salle de bain, j'ai chiné, j'ai acheté tout sur le bon coin. Bref, j'ai fini au compte-gouttes. J'ai dû rajouter 5 000 € de ma poche. Donc, à chaque fois que mon salaire rentrait, j'allais acheter du matos pour pouvoir finir ce chantier qui a duré 8 mois. Et le premier jour où je finis le chantier, je mets en eau et là, dégâts des eaux, sors avec. Je pars chercher, acheter une pièce qui me manquait pour finaliser. Je reviens 20 minutes après, il y avait 10 centimètres d'eau dans l'appartement. Voilà, bon, bref, j'avais mal fait les nourrices. Il est 20 h, je dois tout éponger, de l'eau coule chez le voisin. Bref, ça a été quand même assez compliqué. Mais bon, je continue, puis finalement, je le loue. Et le gros avantage que j'ai eu, je l'ai loué à quelqu'un que je connaissais. Et ça a fait la diff. Donc, j'ai loué 490 € par mois. J'avais par contre fait un truc qui était intéressant, c'est que j'avais refait la cave à neuf, tant qu'à faire, hein, vu que j'étais pas un mois prêt pour les travaux. Et par contre, du coup, j'avais mis du sol dans la cave, j'avais mis une armoire, j'avais fait une cave qui pouvait faire une pièce de plus. Et ça a fait concrètement la diff parce que c'est des pièces que bon, on n'utilise pas forcément. Alors, à Paris, bien sûr, la cave, elle est mise en valeur, mais pas forcément dans des petites villes comme la mienne. Et donc, du coup, j'ai mis cette cave en plus et ça fait un plus pour le locataire. Je finis avec un joli appart et je le loue immédiatement et je le loue à quelqu'un que je connais. Donc un collègue à moi du travail qui me le prend directement. Et du coup, il est lui très content, il a un appart à neuf et finalement, je me rends compte que ben, je suis pas si cher que ça au niveau des loyers. Voilà pour le premier achat, donc comprenez que il va falloir être résilient si vous voulez faire de l'immobilier parce que c'est de la galère. Il y a de la galère tous les jours et vous pouvez pas vous enrichir si vous faites pas, si vous mettez pas en valeur un bien, si vous faites pas vous-même les travaux, c'est pas possible. En fait, tout ce qu'on vous dit sur YouTube, si vous voulez aller vite, si vous voulez avoir de la valeur ajoutée sur vos biens immobiliers, il va falloir que vous mettiez la main à la pâte. Tous les gens qui réussissent dans l'immobilier, ils ont à un moment donné sorti la perceuse. J'en connais très peu, à part s'ils ont hérité, à part s'ils avaient une très grosse société derrière, à part si, voilà, il y a plein de à part si. Mais si vous avez rien, prenez la valeur ajoutée partout, sur tous les postes. Enfin, moi, c'est ce que je vous conseille. Après, c'est comme ça que j'ai fait. Maintenant, peut-être que d'autres le font différemment. Mais je pense que tout ce qu'on vous dit sur Internet au niveau de l'immobilier, bah, c'est du pipeau et que si vous ne mettez pas la main à la pâte, à un moment donné, vous n'allez pas y arriver. Si j'avais pas fait ce crédit avec 10 000 € de travaux prévus pour au final finir avec 15 000 € de travaux, enfin très clairement, si j'avais dû refaire l'appartement par artisan, je pense que j'en avais pour au moins 30 000 €
Et du coup, ça m'a fait économiser 15 000 € directement de faire les travaux. Et c'est ces 15 000 € que je vais récupérer à la fin en plus-value, voire un peu plus. Donc voilà pour 2015, donc mon premier achat. Et en 2016, je décide Donc je tombe sur l'opportunité d'acheter une entreprise de seconde œuvre, de peinture sol principalement, et un petit peu de placo carrelage. Et donc je décide d'acheter cette entreprise pour parce que j'ai vu ce que c'était les travaux et finalement ça m'a quand même plu. Donc je décide d'acheter cette entreprise qui faisait un beau chiffre d'affaires, hein, 1 million de chiffre d'affaires et, euh, et une belle rentabilité. Enfin, tout était bon, hein. L'ancien patron se payait sa femme. Du coup, voilà, j'achète cette boîte. Donc là, pareil, je pourrais vous expliquer plus en détail. C'est pas trop le sujet de la vidéo là pour l'instant. Mais j'achète cette entreprise et en fait, c'est là, le point positif de cette boîte, c'est que en fait, je l'ai acheté 250 000 €, mais il y avait 250 000 € dans les comptes courants de la société, ce qui fait qu'en fait, c'est comme si je l'avais acheté zéro. Donc j'ai mis 100 000 parce que dès le premier jour où j'ai acheté 250 et je me suis versé 150 sur mes comptes pour rembourser quasiment les trois quarts du crédit. Et donc, en plus de ça, je m'achète un deuxième appartement locatif, 47 000 €, 33 mètres carrés, pas de travaux. Pour le coup, j'ai fait très peu de travaux dans cet appartement. Je pense que j'ai repeint un peu les murs et j'ai changé deux, trois bricoles dedans. Mais allez, on va dire pareil, un peu comme mon premier 1 000 € de travaux. Et celui-ci, je suis tombé en fait sur un gros investisseur de ma ville qui avait plus de 50 logements et qui se prend un peu d'affection pour moi parce que ben, lui, il a un fils euh, qui, euh, qui ne veut pas racheter les appartes. En fait, l'appartement que j'achète, c'est l'appartement où vivait son fils depuis plus de 10 ans et il veut pas racheter les appartes. Ils se sont un peu fâchés. Et donc, il voit que moi, ben, j'ai envie d'acheter des appartes. Et donc, j'achète cet appartement et finalement, ça se passe très bien. Je le mets en location dès le départ. Il se loue super bien. La copro est bénévole pour le coup. Le gars a tout refait. C'est un peu un maniaque. Il avait refait l'immeuble en entier, découpé, mis en copropriété. Il en garde un peu, syndic bénévole. J'ai toujours l'appart. Top. Et là, pareil, crédit. Crédit qui me désendette, exactement comme avant. Je crois que j'ai 250 € par mois de mensualité sur ce bien. Voilà. Et donc, en fait, tout se passe bien avec le Crédit Agricole qui me suit encore, la même banquière. Cette banquière qui me commence à me lancer, elle me dit ouvre un PEA, donc j'ouvre un PEA pour prendre date. Et voilà, donc après, ce monsieur, vu qu'il se prend un peu de compassion pour moi, il me propose l'appartement voisin à l'appart que j'ai acheté. Donc je rachète un autre appart 54 000 €. Et ben, tout se passe très très bien. Pareil, on remet en location, c'est du crédit différé. En 2018, je décide de vendre ma résidence principale parce que les problématiques de la toiture m'énervent. La copro est trop grosse. J'ai 80 lots sur cette copro. Finalement, je me rends compte que c'est quand même mieux d'avoir des petites copros de maxi 30 lots. Et donc, je décide de vendre l'appartement. Je le vends parce que j'ai trouvé un nouvel appartement à acheter en résidence principale qui me paraît plus intéressant que celui que j'ai et dans lequel je peux faire quelque chose de plus joli. Il a une meilleure vue. Et la copro est un peu différente, c'est-à-dire que en fait, c'est une copro qui a 80 lots mais elle a des entrées séparées de 16 lots max. Et chaque lot, en fait, il n'y a que le toit qui est commun à tous les lots et le parking. Et après, tout le reste est individuel. Donc, en fonction de l'entrée où on rentre, ben, on n'a pas les mêmes qualités de prestation. Et moi, ça me plaît parce que c'est l'entrée qui a la plus jolie qualité de presta. Et donc, ben, feu, j'achète mon deuxième appartement en ARP. Donc, premier appartement vendu 89 000 €, vous voyez. Je l'ai acheté 64 500, allez, 65 000 € avec tout, hein, frais de notaire, etc.
et je le revends 89. Donc, belle culbute, je suis plutôt content. On fait du coup 25 000 euros de plus-value. Donc, le deuxième achat, je réinvestis tout l'argent du premier appart en RP dans le deuxième. Vous voyez, 89, là on a 85 avec travaux. Et je commence à entendre que on va plus avoir le taux d'endettement différentiel. Et donc, je me dis, là, c'est le moment ou jamais de faire un gros investissement. J'ai compris l'investissement immobilier, donc je me lance vraiment à fond dans l'IMO. En plus, l'entreprise tourne bien et c'est parti, je me lance. Donc là, j'achète ma deuxième RP, j'y fais des travaux, moi, quasiment tout moi. J'ai juste fait poser la cuisine parce que je voulais une cuisine de qualité. J'achète un immeuble pourri, je vais vous mettre les photos en vidéo. Un immeuble pourri, mais vraiment, je suis tombé dessus par hasard. Il y avait une affiche à vendre. Je téléphone et le propriétaire me dit, ben, écoutez, il était vendu, je sors à peine du notaire, on vient de me dire que la vente capote parce que la personne n'a pas eu le crédit. Et je lui dis, mais combien vous l'avez vendu? Il me dit 170 000. Je vais visiter, dans la journée, je lui fais une offre, je lui dis, écoutez, moi, je peux vous l'acheter 140 000 et je suis sûr d'avoir le crédit parce que, en fait, s'il l'a vendu, il l'a acheté trop cher, c'est pour ça qu'il n'a pas eu le crédit. Bref, c'était pas vraiment vrai. On aurait pu l'acheter à 170, mais j'achète une maison de maître immense dans laquelle il y a 3 appartements. Et en plus, je me rends compte qu'il y a des combles aménageables. Il y a 80 mètres carrés de combles aménageables, donc pas du tout valorisé par le propriétaire actuel. C'est quelqu'un qui a hérité. Et là, je fais une superbe affaire. Donc, il y a 80 000 euros de travaux. Là aussi, je sous-estime les travaux. Ça fait 2 fois que je sous-estime les travaux. Et du coup, cet immeuble, ça a été un peu la galère aussi. Je vous expliquerai là tout à l'heure la galère que j'ai eue. Et en plus de ça, j'achète le local pour mon entreprise, donc 200 000 euros, qui me permet du coup de mettre ma société dedans parce que avant j'étais locataire. L'histoire de l'immeuble. Donc une personne s'est immolée dans un appartement. Il n'est pas mort, mais du coup, il a brûlé une bonne partie de l'appart. Donc, le propriétaire actuel a pu refaire faire entièrement l'appartement qui avait été brûlé. Et du coup, donc on a un appart à neuf, mais il n'est pas loué. Et il n'est pas loué parce que, ben, je vais me le découvrir plus tard. J'ai une dame d'un certain âge qui est locataire. Ce que fait le propriétaire, c'est il me fait voir que la personne, la dame, et je ne vois jamais quand je vais visiter, je ne vois jamais son fils. Et je vais vous expliquer un peu les histoires du fils parce que c'est quand même ultra, ultra ouf fou comme histoire. Donc, je prends cet appartement et donc je vois la dame. Bon, l'appart, c'est vraiment un vendeur de sommeil, je pense. Enfin, moi, j'aurais refait tout l'appartement, mais cette dame ne veut pas partir. Donc, bref, je laisse comme ça et il le loue super cher et parce que la dame est 100% CAF. Elle paye 50 euros par mois pour un logement qui est loué 450 euros. Et moi, pour moi, il a une valeur de locative de 300 euros parce qu'il est vraiment pas joli. Et en bas, il y a des caves. Il me dit, bon, on peut pas trop les visiter parce que c'est assez encombré. Donc, effectivement, je rentre dans les caves et il y a de la merde partout. Et en haut, c'est lui qui vit dans l'appartement, un appartement pourri aussi, qui fait 80 mètres carrés. Et je vais visiter les combles, et je vois que les combles, euh, il y a quelques bestioles dedans. Il y a du capricorne notamment. Mais bon, tout est en bon état, une superbe charpente et beaucoup de hauteur sous plafond dans le grenier. Donc j'achète ce bien. Et là, du coup, deux gros problèmes. Je voulais faire 5 appartements à l'intérieur, donc je voulais agrandir l'appartement d'en haut, le diviser en deux, et en plus de ça, faire 3 appartements de plus dans les combles. Euh, Autant vous dire que vu les travaux que j'avais prévus, j'ai pas pu faire ça. J'ai meublé l'appart qui était le plus joli, je l'ai mis en loc de suite. J'avais la dame qui me louer l'appartement, donc il n'y avait pas de souci. De ce côté-là, j'avais le loyer. Donc j'ai fait 2 ans de différé total, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fait les travaux et qu'on n'a pas loué
les biens intégralement, qu'on n'a pas débloqué la totalité du crédit, on ne paye pas de crédit pendant cette durée-là. Donc on va payer des intérêts plus élevés après. Mais bon, moi ça m'intéresse parce que du coup j'ai 2 rentrées de loyer et je n'ai pas de crédit en face. Donc ça me fait de la trésorerie. Et dans le dernier appartement tout en haut, j'ai dû faire une cinquantaine de devis parce que rien ne passait dans mon coût total travaux. Au départ, je voulais faire, donc comme je vous disais, rajouter 5 appartements en haut, mais finalement, c'est pas possible parce que j'ai pas prévu assez. Qu'il faut faire mettre des compteurs et que le coût des compteurs me coûte trop cher. Donc finalement, je décide de faire une colocation haut de gamme. Je trouve une entreprise tout corps d'état qui arrive à rentrer dans mes budgets. Je pense qu'ils se sont trompés dans les devis, mais bon, du coup, je trouve cette société. Et là, le début des galères commence. Du coup, vu que j'ai pas assez d'argent, j'ai pris une entreprise qui est un peu bancale, qui vient pas forcément, avec qui je galère sur les travaux, je dois démolir moi parce que j'ai pas assez d'argent, je grappille à droite, à gauche, et là pareil, les travaux sont interminables, je passe 1 an dans les travaux, mais je vous montrerai à la fin, je fais une super coloc qui finalement va très bien se louer, et tout va bien se passer, sauf une chose, c'est la voisine, puisque la mamie, son fils, qui a une quarantaine d'années, est un gros délinquant connu de ma ville. Et le premier jour où je signe le compromis, je vois le voisinage qui vient me voir, qui me dit: «Vous avez acheté cet immeuble? Eh bien, vous l'avez sorti. Le monsieur qui a tiré au pistolet dans la cour.» Ah, là, je déchante un peu. Et donc oui, effectivement, quand je sors les meubles de la cave, je me rends compte qu'il y a des seringues et qu'il y a pas mal de choses, des lits, etc. En fait, ce gars-là vend de la drogue dure sur ma ville et ben, c'est n'importe quoi. Donc, il a fallu que je ferme le jardin de l'appartement voisin parce qu'il n'était pas loué à cause de lui et qu'il faisait des fêtes dans le jardin de l'appartement voisin. Donc, j'ai mis des grilles pour pas qu'il puisse passer. J'ai fermé les caves. Bref, ça a été assez chaotique jusqu'à ce qu'il parte en prison. Donc le gars est parti en prison la première année où j'ai acheté et normalement il y partait pour 5 ans. Donc du coup j'ai plus de soucis pendant 2 3 ans jusqu'à ce qu'il ressorte. Et là, bon, très compliqué. Il est ressorti 3 mois. Il a brûlé les poubelles de la copropriété. Il a voulu voler la voiture d'un des colocataires. Et finalement, il est reparti en prison parce qu'il a tué quelqu'un. On se quitte avec cette anecdote sur cette deuxième partie de vidéo. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que la résilience paye et que l'objectif de fond paye avant tout le reste. Donc moi, mon objectif, c'était la liberté financière à 40 ans. Et quels que soient les embûches que j'ai pu avoir, vous voyez, j'ai eu un locataire qui a tué un autre gars, qui m'a brûlé des poubelles et qui est reparti en prison. Et pour autant, ça m'a pas empêché de continuer à acheter de l'immobilier. Pour la troisième partie, on va avoir plus de 2 millions d'euros d'achats immobiliers supplémentaires et aussi comment j'ai démarré la bourse, toutes les erreurs que j'ai pu commettre. On verra aussi un petit peu peut-être un peu plus la partie entrepreneuriale. Donc ne lâchez rien. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez en savoir plus. Les prochaines vidéos 2026, j'aimerais bien faire le point sur toutes les sociétés que j'ai sur le portefeuille Trading 212 et même sur le portefeuille des Giro, on fera les deux. Je vous dis à très vite, passez une belle année 2026 avec des objectifs clairs et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.